Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marion. Bonjour Marion. Bonjour Evelyne, Comment tu vas? je vais parfaitement bien, merci. Alors, de ton pseudo Freak Barn, tu vas nous expliquer un peu la signification après. Alors, je vais introduire ton activité qui s'intitule Doula de l'enfant intérieur. Alors, c'est vraiment aussi un nom qui m'inspire, donc que tu nous expliqueras. Tu as une forte expérience dans l'accompagnement des porteurs de projets et des projets de vie. Tu as une expérience de plus de 20 ans où tu as accompagné des personnes, notamment dans le milieu professionnel, dans les entreprises. Alors, à ce jour, tu es persuadé que les moyens nécessaires pour se réaliser sont accessoires. Tu expliques que nous avons des richesses au fond de nous à explorer et à exploiter. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi ta citation où tu expliques que nous avons en nous tout pour être. Notre éducation ainsi que la société dans laquelle on vit nous prouvent le contraire et nous amènent à nous abandonner pour acquérir des nouvelles choses. Alors, Marion, ma première question serait, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur cette citation? Oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Voilà, moi j'ai observé dans mon travail d'accompagnement des porteurs de projets Mhm. et dans la vie au quotidien que en fait on cherche pas assez à utiliser ce qu'on a en soi. Et Mhm. quand on monte un projet économique, on fait un plan de financement, on fait un liste au Père Noël, on cherche des financements pour acquérir plein de choses, mais en fait, on a déjà beaucoup de choses qu'on pourrait mettre sur ces plans de financement, en fait. Et on oublie, on veut toujours plus, 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 et en fait, on a tout en soi pour moi. On est une richesse absolue, mais non explorée. Mhm. Et ça, c'est notre éducation, en fait. En Mhm. fait, on dit que l'enfant passe par des phases de croissance, mais en fait, elle passe par des phases de décroissance, de se connaître. Et au Mhm. final, on devient je dirais pas des robots parce qu'on reste humain, mais on se ressemble beaucoup dans notre comportement de Mhm. projet et économique. Et ça, c'est dommage, je trouve. Donc, vraiment, ton idée, c'est d'accompagner des personnes à mener à bien leurs projets, à se réaliser, mais bien sûr, tout en respectant leur nature, leur réelle volonté. C'est un peu ça. Je vais t'appeler par ton pseudo Frig. Est-ce que tu peux nous expliquer que signifie doula? Je m'appelle Doula de l'enfant intérieur et ça, c'est parce que je reviens d'un voyage Hmm. d'un an d'introspection, en fait. J'ai voyagé un peu, j'ai fait des formations et depuis le mois de novembre, j'ai fait un stage de doula à Paris D'accord. où je me suis rendu compte que effectivement, on a beaucoup de choses en soi. Alors, une doula, c'est une personne dédiée à accompagner la femme pendant sa grossesse, pendant D'accord. l'accouchement et aussi la partie postpartum quand l'enfant est né. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est depuis peu qu'on entend beaucoup parler en France, mais c'est vieux comme le monde en fait. C'est les femmes du village de l'époque qui sont là pour la femme et pour l'enfant et qui veillent à tout se passe bien en fait. C'est une personne qui est au service. C'est Hmm. vraiment ça en fait. Voilà. Et du coup, moi, j'ai fait un stage à Paris de doula parce que c'était quelque chose qui m'attirait en fait. D'accord. C'était un magnifique stage animé par une sage-femme mexicaine Ah, waouh! qui pratique les accouchements ancestrales avec le rebozo, avec le bain, avec le chocolat, avec Waouh! plein de rituels super intéressants. En fait, moi, j'ai fait ma renaissance, ma propre renaissance pendant ce temps-là. D'accord. C'est quelque chose Ça que m'a tu fait as aussi. ressenti? Comment tu as vécu justement cette renaissance? Je pense que c'était mon attirance, en fait, faire le féminin. C'est encore un mot, un Hmm. phénomène de société aujourd'hui, mais pas pour moi, en fait. C'est Hmm. vraiment, je me suis connectée on était une vingtaine de femmes, de très D'accord. belles femmes, très ouvertes et quasiment toutes.
dans la profession sage-femme ou doula. Donc, moi, j'étais l'une D'accord. des rares à ne pas être initiée professionnellement dans la chose. Mhm. Et, et du coup, cette femme Maïra, elle nous a fait vivre un voyage sur 3 jours merveilleux. Le premier jour, c'était la conception. Le deuxième jour, c'était l'accouchement. Et le troisième jour, c'était la partie après accouchement postpartum. Mais je l'ai Mhm. vraiment vécu, moi, en tant que personne, à redevenir une femme, d'être belle, d'être Mhm. moi. Franchement, j'ai fait un passage, en fait. J'ai fait un Mhm. passage qui aussi m'a fait rendre compte que je voulais pas être dans la partie médicale ou naissance, mais que cette naissance de l'enfant m'attire, mais plus pour l'âme qui arrive au monde, en fait. D'accord. C'est-à-dire pas le côté physique de, de la personne, mais plus son âme. Et après, Mhm. j'ai cogité, et je me dis, c'est ce que je fais depuis longtemps, en fait, faire naître ou faire sortir de l'âme le profond de la personne dans son projet. D'où ton inspiration justement pour te lancer dans cette activité. Exact. C'est le prolongement de l'activité que j'ai fait depuis 20 ans, mais aujourd'hui, je me rends compte que la partie rentabilité, business, Mhm. c'est une chose qui m'intéresse plus. Mhm. Mais la partie se réaliser m'attire énormément et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça aujourd'hui, en fait. Marion aussi, tu es traductrice, donc tu as traduit récemment un livre. Je te laisse le présenter. Oui. Une petite précision, je ne suis pas traductrice. C'est en fait une force en moi quand j'ai lu ce livre en néerlandais D'accord. qui m'a dit, ce livre doit aujourd'hui être lu en France, quoi qu'il Mhm. arrive. Je me suis rendu compte que c'est un livre très puissant, mais très compliqué Oui. à lire. Et donc, je me lançais le défi d'être l'interprète du livre. Je ne pense pas qu'on peut parler traduction D'accord. parce que voilà, il n'y a rien à traduire dans ce livre. Il y a Mhm. vraiment à raconter et à interpréter ce que l'auteur a voulu dire, parce que les deux cultures sont aussi tellement différentes que Mhm. voilà, c'était une aventure intéressante à faire. Donc, le livre s'appelle, si on traduit littéralement le titre néerlandais, L'enfant méprisé, Mhm. que moi j'ai trouvé même mon titre à moi qui s'appelle Figurez-vous. D'accord. Figurez-vous, c'est un jeu de mots en fait, hein, parce que c'est figurez-vous l'expression, Oui. qui peut aussi dire imaginez-vous, en fait, c'est aller plus loin que la réalité. Mhm. Et moi, j'ai utilisé la figue dans les illustrations de livres qui sont faites par moi-même. J'en suis très fière. Oui, de très belles figues d'ailleurs. Parce qu'en fait, la figue, je ne sais pas si tu sais, mais la figue, c'est une fleur. Mhm. Le figuier, il ne fait pas de différence entre la fleur et le fruit. D'accord. Donc, et donc, si tu vois une figue, en fait, c'est la fleur qui est à l'intérieur. Si tu Mhm. ouvres une figue, c'est plein de petites billes qui sont des petites fleurs, en fait, une sorte de grappe, une grappe de D'accord. fleurs enveloppée par la peau. Mhm. Et pour moi, c'était le symbole incroyablement bien pour expliquer qu'on a justement envie et on ne voit pas ce qu'on a en intérieur, envie, à la limite trop caché. Mhm. Et ce serait intéressant de découvrir tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ça pour illustrer et pour pouvoir en parler. Alors, je voulais aussi te citer quelques passages qui m'ont vraiment beaucoup interpellée, mais aussi qui t'ont inspiré pour ton activité de doula et l'enfant intérieur. Donc, si tu veux bien, on va partir là-dessus. Alors ici, Oui, j'avais un passage où il disait que l'objectif de l'éducation est d'enlever au nourrisson le respect de soi. Il doit apprendre à ne pas se sentir bien et néanmoins à se taire. L'arme la plus importante pour y arriver est la distraction. Alors, bon, bien sûr que c'est ironique, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est le sens de cette phrase? c'est bien que tu parles de Russe. Donc, Russe, c'est l'auteur du livre. Hein. Mhm. J'ai rien inventé et encore.
encore plus, c'est pas moi qui a écrit tout ça, là, donc je peux donner ma version de comment j'ai ressenti ça et comment je veux que ça soit lu en France, mais encore une fois, c'est pas moi qui dit ça. Hein. Donc, D'accord. c'est pas que j'assume pas, en fait, au contraire, je trouve ça génial et important, mais voilà, je veux pas avoir le. Comment dire? Je suis pas. C'est pas moi qui a écrit. D'accord, oui. Ce que j'en comprends, moi, c'est que, effectivement, toute notre société et tout notre système d'éducation est fait pour enlever la créativité de l'enfant et son être, en fait. Dans ce livre, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je reviens sur la réponse de ta question, mais je pense que c'est important de passer aussi par ce passage-là où Ok. l'auteur explique que les phases de croissance de l'enfant, en fait, sont les phases de décroissance. Et ça, moi, ça m'a interpellée parce qu'en fait, c'est sûr que en grandissant, en imposant une éducation et en imposant en fait la vision qu'on a en tant que parent, et souvent on aimerait bien que les enfants nous ressemblent, on enlève son identité, en fait, son unicité. Et c'est là où peut-être, oui, on le fait avec les distractions, parce que faire taire quelqu'un qui pousse des cris de son unicité et comment il veut être, et on va de plus en plus fort à lui enlever, en fait, jusqu'aux crises d'adolescence. Où là, il écrit aussi dans le livre qu'une crise d'adolescence, c'est une crise de parents, en fait. C'est pas une crise d'enfant. C'est là où l'enfant a tous les moyens pour faire connaissance avec ses parents et dire je suis qui je suis. Et c'est D'accord. là où ça, en fait, c'est une confrontation, en fait, que quand l'enfant était dépendant de nous, on pouvait maîtriser. Ouais, que là. Que quand il est ado et qu'il commence à avoir une taille et aussi un langage où il peut s'exprimer pleinement, où ça commence à être la vérité sort, en fait. D'accord. Alors, je ne sais pas si, est-ce qu'on peut appeler ça comme une crise identitaire ou cette crise pour montrer qui je suis réellement? On peut dire crise identitaire, mais en même temps, oui, ce que lui veut expliquer et que moi j'ai ressenti fort en moi aussi dans ma propre expérience, c'est l'identité là, en fait. Donc, c'est pas une crise d'identitaire, c'est on va dire, un sorte de coming out, tu vois. Je trouve ça le coming out parce que c'était déjà là. C'est le déjà là qui sort. Ok, ouais. Ouais, je Et vois. moi, C'est par comme une exemple, révélation. Une ouais, révélation qui est déjà bien enfouie, mais qui sort, quoi. Qui se révèle. et moi, je ne l'ai pas fait, tu vois. Et moi, je l'ai fait cette année. J'ai fait ma crise d'adolescence très tardivement, mais heureusement, je l'ai faite parce qu'il y a plein de gens qui, à mon avis, sont en fin de vie et qui n'ont jamais fait leur crise d'adolescence parce qu'ils ont été adaptés, ils ont été dominés, ils ont été pour plein de raisons, en fait, mais qu'ils n'ont pas passé par qui suis-je. Intéressant aussi parce que tu m'expliquais justement que en fait, une de tes inspirations, ou plutôt une de tes observations, qui, je pense, t'ont inspiré justement pour cette activité de doula et son enfant intérieur, mais c'est quand tu me disais, bah, il y a beaucoup d'adultes, finalement, de quarantenaires, de cinquantenaires, qui n'ont pas réellement fait de leur vie, alors professionnelle ou autre, hein, tu vas nous dire ça tout de suite, mais ce qu'ils voulaient réellement mais qui ont plutôt suivi des dictates, des codes, ou peut-être même l'influence, comme tu disais tout à l'heure, des parents. Bah déjà, encore une fois, par moi-même, en fait, en arrivant vers un âge mûr, on va dire, où beaucoup de gens autour de moi commençaient à parler, en fait, qui commençaient à décompter les années encore à travailler avant la retraite. Et moi, ça m'a. Ah, j'ai encore des frissons parce Ouais. qu'on en parle, mais j'ai trouvé ça d'une atrocité que de dire je décompte les années qui me restent et vraiment sur deux volets, en fait. Un côté, les années qui me Ouais. restent, donc pour moi, c'est fini, en fait, après Mhm. compte, et de l'autre côté, une hâte de ne plus être dans un corset de travail, d'être mené et puis d'être libre dans la retraite. Mais moi, je voyais aussi des gens à la retraite qui font plus rien, en fait. C'est des Mhm. couples qui se ressemblent, qui sont devenus une personne, qui bougent ensemble, qui ont le même manteau, qui ont... je me dis, stop, faut sortir de là, c'est pas bon pour nous. Ouais. C'est vrai que c'est un peu, ça fait peur hein, quand même quand tu le décris comme ça.
Moi, je l'ai observé comme ça. Encore une fois, c'est ma vision avec ça. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, et ils ne se rendent pas compte ou qui vont aujourd'hui à se rendre compte. J'espère qu'il y en a qui se rendent compte, qui ont encore le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire vraiment, tu vois, et Mhm. de ne pas, parce qu'ils ont peut-être faire une carrière intéressante, Oui. mais qui sont aujourd'hui dans une espèce d'automatisme, belle voiture, voyage, c'est cliché, hein, mais c'est vraiment ça en fait. Ils ont réussi professionnellement, matériellement, tout, Mhm. mais intérieurement, ils sont très pauvres en fait. J'allais te couper parce qu'en fait, ce que tu me disais par rapport au matériel, ça m'évoque aussi justement cette phrase du livre où c'est écrit: le bien-être et l'estime de soi réduirait la surconsommation. Faut oser quand même, mais c'est pourtant une réalité, hein, qui est bien là. Et puis, ils disent bien que c'est issu de la distraction et que finalement, euh, ça ne permet pas aux personnes de se poser les bonnes questions. Après, je pense que c'est un choix ou peut-être une Mm. obligation aujourd'hui. Personne n'a rien fait mal, en fait. C'est ça qu'il faut peut-être qu'on souligne quand même, que Mhm. les gens font ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement ou que pour eux, c'était bien. Moi, c'est pareil. J'ai resté dans ma vie, Mm. peut-être parfois malheureuse, mais c'était le choix que j'ai fait pour vivre. Mm. Voilà, c'est... N'empêche que, pour moi, la révolution industrielle nous Mhm. a enlevé beaucoup d'humanité, en fait. Mm. Et c'est pour moi aussi le cœur de mon métier, après, d'être doula de l'enfant intérieur, parce que euh, on a des richesses en nous. Mm. On a la créativité, on a la spontanéité, on a l'insouciance, tout ça, c'est fini, en fait. On ne le voit Mm. plus. Les enfants, on ne les voit pas dans la rue, Evelyne. En France, ils sont derrière les murs. Ouais. Les parents ne savent pas quoi faire avec. Ils ont voulu avoir des enfants, mais après, dans la vie, dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle, les enfants sont là pour en parler, pour montrer les photos, Oui, pour les surveiller sur un appli, pour voir si on les traite pas mal, en fait. Mais on n'a pas le choix avec. ouais, ouais, ouais. Tu veux dire que finalement, on est un peu coupé de ce lien, quoi, de ce lien sacré avec l'enfant. Juste le fait de vivre des choses au quotidien, de pouvoir avoir ces petits moments de bonheur, au final, ils sont remplacés par des moments où bah, l'enfant il se retrouve dans une institution où les parents n'ont pas le temps finalement. Mais c'est vrai que c'est ça aussi Ils que... ne se donnent pas le temps, hein. Oui, ils ne donnent Ils pas se le donnent temps. pas le temps. Mais après, Ouais, c'est un phénomène sociétal, mais ils ne se donnent pas le temps. ouais, ouais, ouais. Mes enfants ont 28 et 25 ans, donc ça date un peu, mais j'étais déjà en profession libérale quand ma fille est née. D'accord. Et donc, je me suis organisée pour la chercher à l'école, en fait, Hmm. avec mes horaires. Et bah, à l'école, j'étais soit en chômage, soit femme de ménage. D'accord. C'était pas possible de travailler et de s'occuper de son enfant. Ah, c'est incroyable. Et socialement, c'était pas accepté, en fait. Ouais, ouais. Tu vois? J'avais l'étiquette, bah non, mais les parents d'élèves des copines à ma fille disaient que bah, la maman à Zoé, elle est au chômage, c'est pas possible autrement. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est quand même choquant parce que même moi, enfin, j'ai une amie qui m'expliquait justement cette problématique. Si tu veux, elle a eu deux enfants. Et donc, elle a mis un peu de côté son projet pro. Et Ouais. c'est vrai qu'elle me disait, mais mes amis ne comprennent pas en fait comment je peux mettre de côté ma vie pro. Et on me demande tout le temps, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme si en fait, ton identité, bah, ça se résumait à ton métier. Alors que ben non, elle expliquait qu'elle s'occupait de ses enfants et que c'était OK et qu'il n'y avait pas de honte à avoir du fait de prendre du temps justement pour les élever, pour leur apporter les besoins primaires parce qu'ils sont encore tout petits. Et elle expliquait qu'elle se sentait vraiment mise de côté, délaissée. Et tu vois, ça, je pense que c'est un problème, quelque chose à dire. Enfin, on n'en parle pas assez, je trouve, justement, puis après, sans compter, bien sûr, les 2 mois de congé maternel qui sont pour moi honteux. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas assez, quoi. Il y a encore plein de choses à revisiter, à Ouais. revoir. Oui, mais ça va très très loin, cette discussion, parce que voilà, on peut aussi même se dire, parfois les gens font des enfants par statut social, en fait. C'est horrible de dire ça, Ah ouais. mais moi je le vois, hein, je le Ah, vois. waouh.
Et du coup, ces enfants-là, ils ont, mais ces enfants-là, beaucoup d'enfants en France sont à la crèche très jeunes. Oui, S'ils sont à temps plein à la crèche, ils enchaînent après à l'école avec la garderie, etc., etc. Ils ouais, n'ont jamais été élevés par leurs propres parents. non, Et il faut espérer qu'il y a un petit espace d'expression parce que dans tous ces systèmes-là, on est quand même sur... Moi, je ne veux pas critiquer, oui, mais tu partages ta vision. c'est quand même un système éducatif assez descendant, en fait, Hmm. où on doit obéir, on doit respecter des règles, on doit... Enfin, bref, dès le jeune âge, on est dans un système, en fait. On n'est pas dans une expression libre. Ouais. C'est pas Donc, gérable, je pense. donc, toi, c'est intéressant parce que ce que tu veux faire éclore justement chez les gens, c'est toute Ouais. cette expression, cette créativité qui n'a pas été exprimée. C'est vraiment ça que tu souhaites faire durant ton accompagnement. Ouais. En fait, si tu veux que j'exprime ce que c'est l'enfant intérieur, Oui, tout à fait. c'est une partie de la mémoire du petit être que vous étiez avec ses joies et ses peines. Mhm. C'est aussi une puissante métaphore de vos besoins fondamentaux et de vos pouvoirs créatifs. C'est très joli, Donc très ça, je trouve... inspirant. D'accord. Donc ma source, c'est Marie-France et Emmanuel Ballet de Coq-Rambaud. Donc c'est pas moi qui ai invité cette définition d'enfant intérieur, mais je trouvais ça, c'est celle qui exprime ce que je pense. Mhm. Je peux citer un tout petit peu plus de ce qui sont écrits parce que Oui, bien sûr. pourquoi écouter et se reconnecter à son enfant intérieur? La perte de l'enfantin au cours du développement psychosocial de l'être humain est une tragédie pour l'humanité. Seul un changement dans la perception de l'enfance et dans la manière de traiter les enfants fera évoluer les sociétés vers de nouvelles directions plus humaines. Tant que le refoulement de l'enfant en soi perdurera, une grande partie de la magie et du mystère de la vie demeurera cachée. Donc moi, c'est des choses qui m'ont inspirée et qui m'ont dit que je l'ai déjà fait en accompagnant des porteurs de projets. D'accord. Et aujourd'hui, on est tous porteurs de projets de notre vie et c'est jamais trop tard de s'y intéresser en fait. Même à 50 ans, à 60 ans, c'est génial. Donc, quand tu dis, parce que moi, ça m'interpelle aussi beaucoup quand tu dis on est tous porteurs de projets, est-ce que tu dis ça parce que finalement tu penses que notre existence, elle est pas sans rien, c'est-à-dire que si on est en vie, c'est parce qu'on doit justement faire un projet, mener une mission. Est-ce que tu partirais sur ce sujet-là? Par exemple, tu sais, on parle des missions de vie, etc., de chaque individu. Est-ce que tu crois, toi, en tout ça? Moi, j'y crois, mais je pense que d'en parler, c'est très lourd en fait. Je pense pas Mhm. que beaucoup de gens sont prêts à ça et ils n'oseront pas parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de ça. D'accord. Moi, j'ai une posture de thérapeute ou d'accompagnement qui me permet quelque part de comprendre ça et de ne pas avoir la grosse tête quand on parle de ça. Mais je Mhm. pense que des gens... Oui, il y a beaucoup de gens qui sont encore très, 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 très loin de ça. Pour Hmm. moi, le projet, ça peut être un projet de tricot, ça peut être un projet de, de sortie du week-end, ça peut être D'accord. faire, faire un coloriage, cuisiner. Les Hmm. projets ne sont pas forcément un projet professionnel profond de D'accord. changement de profession, voilà, ces Ah, ça choses-là. peut Hein. être tout type Ça de peut être, projet. Ok, c'est pas forcément un projet pro, ça peut être plein de choses, plein ça peut être d'activités. un hobby, ça peut être est-ce qu'on va déménager, est-ce que, voilà, comment je ne me sens pas bien en couple. Encore une fois, je ne suis pas thérapeute, mais on peut déjà commencer à préparer un peu le terrain, en fait. Hmm. Et Alors, surtout, être créatif, en fait. ouais. Moi, je ne suis pas française, hein, ça on a compris. Si je traduis un livre, c'est que ma langue maternelle, c'est le néerlandais. Quand moi, je suis arrivée en France il y a 30 ans, j'étais choquée que le français, il n'ose pas montrer ce qu'il sait faire tant que ce n'est pas validé par quelque chose. En France, il faut un diplôme, il faut Ouais. un certificat, il faut avoir la reconnaissance de certaines personnes. Moi, je faisais du tricot, la couture, la musique. Mais non, quand tu dis que tu sais tricoter, il fallait faire des trucs de ouf, quoi. Juste faire un écharpe pour un petit pull pour l'enfant. Ouais.
bah non, c'est Pas du les gens, tricot. ils avaient Bah, honte de si. ça, tu vois. Ouais, La musique, mes enfants ont fait du conservatoire et très tôt, parce que c'était horaire aménagé. Et moi, d'accord. j'avais suggéré que les enfants se produisent le midi pour les autres enfants qui ne faisaient pas la musique. Oh, et qu'est-ce que j'avais dit là? Ils m'ont dit que Hmm. les enfants ne savaient pas faire la musique. Tant qu'ils Wow. n'avaient pas un certain niveau de savoir se produire, il ne fallait pas se produire. Donc, tu vois, tout ça, c'est couvert, caché, refoulé dans les gens, en fait. Si on va nous dire en tant qu'enfant qu'on ne sait pas faire, ben, on ne va pas s'y intéresser dans la vie plus tard, quoi. Bien sûr, ouais. On nous ferme déjà des portes finalement. Oui, 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 oui. Puis il faut C'est être très- excellent pour montrer. Ouais, Un ouais. autre exemple, j'ai voulu que mes enfants fassent la voile parce qu'aux Pays-Bas, c'est quelque chose de très commun. J'avais compris qu'en France, c'est assez élitiste, mais bon, ça, c'est trop tard. C'est plus tard que j'ai compris. Oui. Mais faire un sport en France pour le loisir, tu peux pas dans un club. Dans un club, il faut une licence et le Hmm. club, il est financé pour ses excellences. Donc, il va, entre guillemets, Hmm. recruter des enfants prodiges pour que son club Hmm. a des licenciés qui vont faire que le club a des subventions. Mais pour moi, c'est inimaginable. Si on veut faire du sport pour se faire du bien, ça devrait être possible. Ouais, non, mais je suis d'accord que finalement, en France, on est vachement dans cette notion, je pense, de réussite, de prouver qu'on a tel diplôme, tel certificat pour enfin, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs. Mais c'est vrai, tu vois, par exemple, dans les entreprises, les créations d'entreprises, tu vois bien qu'en France, il y a beaucoup moins de. Ou alors des personnes qui se lancent dans des auto-entreprises, mais qui très vite échouent. Mais tu vois, c'est pour elles, c'est un échec. Mais alors que finalement, bah, aux États-Unis ou en Angleterre. Enfin, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quand même une mentalité qui est complètement différente. Et je l'ai Ouais, vu aussi quand j'ai vécu à Londres. Et si tu veux, ouais. on m'a donné l'opportunité de travailler. Bon, j'étais de la restauration, hein, c'était un job à côté, Ouais. mais C'est alors, un besoin primordial, se nourrir. Hein, donc, moi, j'ai bien aimé. Enfin, c'était une belle expérience en plus, apprendre l'anglais, rencontrer des gens. Enfin, c'est vraiment super. Et tu vois, enfin, on a quand même laissé l'opportunité à une Française qui n'a pas d'expérience de faire ce job, ce métier. Et finalement, en France, je me suis rendu compte que jamais j'aurais pu intégrer une grande structure comme ça, sans diplôme, sans expérience. Et donc, je pense que les anglo-saxons, ils laissent plus l'opportunité. Bah, aux ouais. Pays-Bas, c'est certainement pareil. Tu pourras nous dire. Oui, et ben, je vais revenir à la France sans la critiquer, mais cette Ouais. obsession d'avoir des diplômes, d'envoyer les gens à l'université, d'avoir créé des écoles prépa et tout ça, c'est c'est- c'est- c'est bien, mais c'est fort dommage parce qu'on passe à côté des gens qui veulent se réaliser sur le plan d'artisanat, d'art, euh, bon, c'est en train de se changer, hein, heureusement, c'est en train de changer. Et il y a beaucoup de gens qui occupent d'autres gens pour se réaliser et pour accompagner les enfants aussi à choisir leur voie dans la vie. Mhm. Mais oui, je reviens vers la France parce que cette obsession de faire des études, elle va nous coûter cher en fait. Mhm. Elle va nous coûter cher dans le sens pas cher forcément financièrement, mais cher ouais, à récupérer des gens frustrés en fait. Ouais. Alors, j'ai une phrase, en tout cas plutôt un mot qui me vient parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup ce mot, le réflexe de préhension. Tu sais, tu parles, enfin, dans le livre en tout cas, ils en parlaient. Je sais que ce livre t'a beaucoup inspiré. Alors, où c'est expliqué que dès l'enfance, quand on est bébé, on a besoin justement du toucher, dans d'autres situations aussi, quand tu es chez le dentiste, tu touches ton siège ou alors au moment de mourir, tu as besoin de toucher une personne et d'avoir un contact, justement. Alors, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Qu'est-ce que ça t'évoque et pourquoi le réflexe de préhension est si présent dans nos vies finalement? C'est une bonne question. Pour moi, c'était pas ça m'a pas si interpellé que ça dans le livre, mais c'est intéressant que tu me poses la question.
je pense qu'on ne vit pas seul, en fait, qu'on vit ensemble et que on a envie du contact pour se rassurer, Hmm. pour s'entraider, en fait, pour dire à un moment donné, c'est toi qui m'aides, demain, c'est moi qui t'aide. C'est pas enfant, parent, c'est pas hiérarchique, en fait. Normalement, il n'y a pas de système hiérarchique. On peut apprendre tous de tout le monde à un moment donné. Hmm. Et je pense qu'on a besoin de se rassurer, de ne pas être seul, en fait. Et encore une fois, c'est un autre sujet dans le livre, mais quand on est entouré, on peut être seul. Quand on est seul, on ne peut pas être seul. Ça paraît paradoxal, Ah mais ouais, c'est intéressant. quand on est seul, on est dans une solitude parfois. Oui. Mais quand on est en groupe et on peut être seul, on est solitaire. On est en adéquation avec soi-même dans un groupe. Mais on vit son unicité dans un groupe et on n'est pas clone. Donc, du coup, de pouvoir, je reviens sur ta question de Oui. préhension, de pouvoir euh, avoir le contact. Je pense que ça devient l'appréhension parce qu'on l'a coupé, en fait. Quand un enfant serait tout le temps, pas tout le temps, mais souvent câliné, être en contact avec, je pense que cette force de pouvoir s'agripper, elle glisserait, quoi. Mhm. Elle disparaîtrait. Elle serait plus dans les caresses. Hmm. Ou peut-être juste être ensemble, on n'a pas forcément se toucher. On peut aussi Oui, envoyer des c'est signaux, je ça. suis avec toi. Là, on a un contact, tu vois. On est ensemble. Finalement, d'où là l'enfant intérieur, c'est un peu ça, c'est accompagner, enfin, tu vois, par le contact, quoi, que ce soit physique ou pas physique, mais juste c'est l'accompagnement finalement. C'est ça, c'est ça. Et pour moi, donc, ma vocation dans la vie consiste à initier le changement en partageant de nouvelles idées et ma créativité, en vous poussant au-delà de votre niveau de confort et en vous donnant les moyens de faire des choses d'une manière nouvelle. Je peux Super. montrer le chemin. Waouh, c'est super. En tout cas, ça donne envie hein, d'être accompagné par ton expertise et ton expérience aussi. Et est-ce que Oui. tu as des anecdotes ou des histoires peut-être à raconter de personnes qui se sont vraiment rendues compte, qui ont eu des révélations en se disant, bah oui, en fait, j'adore faire ça. Pourquoi je suis dans ce quotidien? J'ai envie de faire ça et pas autre chose. Est-ce que tu as eu ça ou pas dans tes expériences? Bah, moi j'ai accompagné beaucoup de gens et on va dire la majorité, mais vraiment, si tu veux savoir une anecdote, j'en ai eu deux, trois qui m'ont dit qu'il suffisait à la fin de mettre ma photo sur leur bureau Ok, pour être inspiré et être boosté dans la créativité et aller vers de l'avant. Que mon accompagnement avait fait qu'ils avaient une sorte de... J'étais une inspiration pour eux. Et wow. ça m'a vraiment touchée. Hmm. Et aussi récemment, j'accompagne une fois par an un groupe de cadres supérieurs dans leur chemin de outplacement. En fait, ils sortent de leur boîte et ils sont accompagnés par des consultants. Et moi, j'anime un atelier dans ce contexte. Et D'accord. cette année j'ai ressenti que les gens ont changé, en fait, en Ah ouais, bien. ok. Hmm. Et ils m'ont dit à la fin de la journée qu'ils étaient très contents que j'avais interdit de parler de leur vie professionnelle et de leur CV. Et donc, pendant une journée, on a juste travaillé avec des gens, avec des personnes. C'est Et, super. et donc, ils ont monté un projet entre eux, un projet fictif, Ok, mais ils sont sortis en fait de eux ce qu'ils avaient en dehors de leur parcours professionnel. d'accord. Et en fin de journée, j'ai eu des pleurs, en fait. Même des gens Ah m'ont ouais, pleuré. Et franchement, waouh. c'était un cadeau pas possible, en fait. Ah oui, c'est quand même fort, hein, parce que surtout quand tu es dans le domaine pro, je veux dire, il y a cette, comment dire, ce masque social quand même qui est assez présent, tu vois, où tu dois pas montrer qui tu es réellement, mais justement toujours faire bonne face. Enfin, C'est faut même plus qu'un découvrir. masque, hein, je dirais que c'est un camisole. Tu sais, c'est le truc Ah dans ouais, lequel on t'enferme dans un hôpital psychiatrique parce que ouais, ouais. c'est une histoire sans fin. Parce que Ouais, plus que tu t'entraînes là-dedans, plus que tu n'es plus toi, quoi. En fait, ouais, tu deviens un poste, en fait. Tu deviens le ouais. titre de ton CV. Mais oui, mais
c'est vrai que c'est très marquant, quoi, que tu puisses avoir des pleurs comme ça pendant, bah, dans le cadre pro. Enfin, c'est quand même touchant. Ça veut dire que la personne s'est laissée sensibiliser, elle s'est laissée porter par sa vraie nature en se disant, bah, je m'autorise à justement enlever cette camisole, comme tu dis, histoire d'une journée. Et puis voilà, elle s'est lâchée, quoi. Pour le coup, elle a vraiment joué le jeu. Oui, puis avec les projets qui montent, ils doivent sortir de ce qu'ils ont dans leur frigo pour démarrer le projet, c'est-à-dire de ne pas dire oh, j'aurais besoin de ça, 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 ça et ça, mais qu'est-ce que j'ai en moi qui m'anime. Si demain je monte un projet avec des gens que je ne connais pas, Et- qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? À quoi je peux me reconnecter que j'aimais avant ou que j'ai jamais fait que je peux faire maintenant? D'accord. Et j'avais interdit de dire management, ressources humaines, informatique, finance. Je dis tout ça, j'en veux pas. Mettre vraiment sur le tapis ce que vous avez envie de faire. Et les gens, au départ, c'est très, très déroutant. Il y en a toujours de la résistance dans ça parce que Oui. c'est dur pour les gens. Mais en fin de journée, ils sont trop contents, trop contents. Waouh. Donc ça aussi, ça m'a conforté dans ce que je vais faire aujourd'hui, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, tu vois, moi, je me rends compte que dans ma génération, j'ai pas mal de personnes autour de moi, tu vois, qui se remettent en question à 30 ans et qui se disent, ben non, enfin, finalement, j'ai des diplômes, je suis dans le commerce, ou ça peut être plein de choses, plein de... Oui, Mais en fait, j'en ai plein autour de moi qui font des reconversions pro ou alors qui savent pas quoi faire, mais qui sont en recherche, elles attendent, elles attendent. Et c'est vrai que moi, ça me... Je trouve ça très touchant et très frappant. Alors bien sûr, sans rentrer dans le détail, mais je pense que vraiment, bah, la crise du Covid aussi nous a fait prendre conscience de certaines choses, tu vois. Et j'ai vraiment ce sentiment que ça a accéléré en fait cette remise en question et cette quête de sens, de se dire, bah, est-ce que ce que je fais là actuellement, c'est vraiment utile? Parce que finalement, c'est ça, en tout cas selon moi, l'important, c'est d'être utile, tu vois, aux yeux des autres et puis peut-être aux yeux de la société. Après, chacun mmh. voit sa vie comme il l'entend. Mais j'ai vraiment eu le sentiment, en tout cas, que ça avait bougé les choses et puis fait des sortes d'éveil de conscience ou du moins des remises en question personnelles. Ouais. Oui, mais ça m'évoque un truc quand tu dis ça, parce que je trouve que tout va très vite en fait. Les enfants, ils vont à l'école, après ils passent au collège, après ils vont faire leurs études. En fait, tout est Ouais, enchaîné et il oui, n'y a jamais pour moi une bulle d'oxygène où la personne peut se découvrir en fait. c'est vrai. Ma Vraiment. fille, elle voulait partir à l'étranger. Elle est partie tout de suite après le bac, un an à l'étranger. Ok. Et elle est revenue adulte, en fait. C'était très intéressant. Bah, adulte dans le bon sens Oui, du terme, dans le sens que ouais, ne plus être sous perfusion d'avoir de l'éducation, tu vois. Elle était mûre pour choisir pour elle-même. C'est ça que j'appelle être adulte. Et avec ses erreurs, avec ses choix, c'est intéressant, quoi. C'était dur pour nous deux, hein, parce que quelqu'un qui a 19 ans, qui revient et qui est parfaitement autonome dans le sens qui sait se prendre en charge ouais, émotionnellement, ouais, c'est intéressant parce que aujourd'hui, pour moi, ça arrive à la trentaine, comme tu dis. ouais. Parce qu'une fois que tu as sorti tout ce système-là, en fait, Hmm. et ça devrait être plus tôt parce que aujourd'hui, on a des grands enfants à 30 ans qui, à la limite, n'ont pas fait leur crise d'adolescence, qui ont suivi le système scolaire, qui ont fait des prépas où ils ont été Ouais, cassés, qui rentrent dans une école de rêve de leurs parents et peut-être parfois même pas leur école de rêve, mais leur entourage a dit bah, fais ça, tu es prêt pour ça. Et que après leur première expérience professionnelle, ou peut-être le deuxième, parce que le premier, c'est de petits boulots, hmm, et c'est là où, en fait, le rideau tombe, en fait. ouais, C'est hmm. là où on se rend compte que bah, qui suis-je? Oui, c'est ça la Comme si question. on se Hmm. réveille d'un rêve, de grand sommeil, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est très intéressant en tout cas. Alors ensuite, je voulais te demander où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut trouver ta page Facebook, qui peut, tout le monde peut te contacter finalement. Il n'y a pas de... Tout le Il n'y a monde peut pas te d'âge, il n'y a pas contacter. de prérequis. Faut peut-être un minimum de ce questionnement de soi. Oui, En fait, d'accord. j'aimerais bien accueillir des gens qui ont réfléchi. Hmm, C'est-à-dire que si on est envoyé par quelqu'un qui pense que c'est bien, ça ne va pas fonctionner, en fait. d'accord. Il faut que ça vienne de la personne, quoi.
Ouais. qu'il y ait une réflexion. Minimum. Ça ne me Minimum. dérange pas qu'on fait de la pub pour moi. C'est toujours intéressant que le bouche à l'oreille fonctionne. Mais voilà, je fais bien faire comprendre aussi à la personne lors d'un premier rendez-vous si on peut faire quelque chose ensemble ou pas. D'accord. Mais sinon, il n'y a pas de prérequis. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous citer ta page Facebook? Donc, c'est Doula, l'enfant intérieur. Oui, c'est surtout Frick Barn en Ah, c'est fait. Frigga. Si D'accord. vous Oui. voulez me trouver, c'est Frick Barn. Et donc, Frigg, c'est une déesse nordique Mhm. qui est la déesse de la maternité et l'amour. Et Barn, c'est le mot enfant en suédois. Ok, Voilà, donc j'ai combiné les deux pour créer un pseudo professionnel qui super. me va très bien. Donc, c'est parfait. Freak Barn. Très Et donc, j'ai parlant. une page Facebook. J'interviens chez moi à Tourcoing. Ok. Je peux intervenir par Zoom également. Mhm. Et en principe, je travaille sur 3 rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, on va à la rencontre de l'enfant intérieur, on va voir les envies de la personne, on va aussi voir tous ces blocages, pourquoi certaines choses n'ont pas été creusées, n'ont pas fait, voilà. D'accord. Le deuxième rendez-vous, on va à la rencontre de la créativité. Donc, on va essayer, on va pas essayer, on va faire des activités créatives. Donc, ça peut être cuisiner ensemble avec des ingrédients inconnus, sans recette, on va faire la cuisine spontanée. On peut faire tout type de créativité, loisirs créatifs, des dessins, collage, couture, tricot. Enfin bref, la personne choisit ce qu'il a envie d'explorer. D'accord. Et le troisième rendez-vous, on va construire en fait, on va explorer suite à les 2 premiers rendez-vous les projets, les envies de la personne et on va faire un plan d'action pour que la personne prenne le chemin. D'accord. Bon, merci pour tes explications, en tout cas. C'est très clair. Eh Oui, ben, je mettrai de toute manière en bio tous les liens pour que les personnes qui sont intéressées puissent te contacter directement. parfait. Super, eh ben, merci beaucoup Marion Frick Barn. Merci pour ton témoignage et puis aussi pour toutes tes explications. J'espère que ça aura plu aux consciences qui s'éveillent. Si vous avez des questions, des retours sur ce partage, sur ce podcast, n'hésitez pas. Ça pourrait être intéressant aussi pour Marion et pour moi de pouvoir y répondre ou de pouvoir juste les lire pour voir un peu peut-être vos réflexions, qu'est-ce que ça vous a inspiré ou d'autres choses. On vous laisse la liberté de vous exprimer en tout cas. Merci aussi de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur la chaîne de podcast pour recevoir gratuitement tous les futurs podcasts. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir Marion.